Bonsoir à toutes et à tous. Mesdames les intervenantes et messieurs les intervenants, chères étudiantes et étudiants, mesdames et messieurs, le Global Studies Institute de l'Université de Genève est fier et honoré de vous accueillir au Geneva Human Rights Talks, organisé dans le cadre de la 12e édition de la Semaine des droits humains. Le sujet de ce soir entre tout particulièrement en résonance avec le thème général de cette édition 2024, qui concerne les incertitudes de la démocratie. En effet, c'est à la question suivante que nos intervenantes et intervenants essaieront de répondre. Retour de la guerre, comment assurer la continuité des instruments démocratiques? Si les transitions démocratiques sont déjà relativement complexes dans des espaces démocratiques consolidés, à l'image de la situation post-électorale aux États-Unis par exemple, assurer la continuité des instruments démocratiques dans des zones de conflit et de post-conflit est un défi autant conceptuel que politique, économique, juridique. Mais nous devons relever ce défi, et ce, de manière urgente. Le rapport de l'Institut de recherche sur la paix d'Oslo, le PRIO, faisait état en 2023 de 59 conflits dans le monde, et c'est un triste record depuis 1946. L'articulation thématique de ces Geneva Human Rights Talks vise précisément à analyser cette problématique en accueillant une spécialiste de droit international et membre du Comité des droits de l'homme des Nations Unies, la professeure Hélène Tiroudia, une spécialiste des questions européennes et qui a notamment travaillé sur la résilience des démocraties en période de conflit, ma collègue la professeure Catherine Hoffler, et un spécialiste de l'Afrique subsaharienne qui travaille également sur le rôle des guerres civiles sur la formation des États, mon autre collègue du GSI, Didier Péclard. Vous l'aurez compris ce soir, nous sommes entre de très bonnes mains pour ouvrir ce débat et cette table ronde. Mais cette proposition qui vous est faite n'aurait pas été possible sans le précieux concours de 3 associations étudiantes de l'Université de Genève, dont les membres vont assurer la modération de cette soirée, à savoir l'Association des étudiants en sciences politiques et relations internationales, l'AESPRI, Amnesty International UNIGE et Pharos Genève. En tant que directrice du GSI, je me réjouis tout particulièrement que nos étudiantes et étudiants s'approprient un espace de débat, que ce soit dans le choix de la thématique, de son articulation et bien entendu dans le choix des intervenantes et intervenants. Le tout avec le soutien bienveillant de l'équipe d'organisation de la Semaine des droits humains, que je remercie aussi au passage officiellement pour cette belle semaine qui nous est offerte. Je me réjouis d'assister à ce débat et j'invite mon autre collègue du GSI, Frédéric Esposito, président de la Semaine des droits humains, à vous présenter le programme de la soirée. Je vous souhaite un excellent débat. Merci à tous et à toutes. Madame la directrice, chère Céline, chères étudiantes et étudiants, c'est un plaisir pour moi de vous accueillir pour cet événement qui est le deuxième événement étudiante de cette semaine, puisqu'avec le speed debating, c'est une carte blanche que nous offrons chaque année à nos étudiants pour définir un thème, choisir des intervenantes et intervenants et articuler cette soirée avec vous. Je me permettrai peut-être de rappeler le lien que nous avons construit d'ailleurs avec eux et le thème de cette année, de cette édition 2024, à savoir les incertitudes de la démocratie, qui prend comme point de départ un événement dans l'histoire contemporaine tout à fait unique, puisque 2024 est une année qu'on pourrait qualifier d'électorale dite globale, puisque plus de 4 milliards de personnes, soit la moitié de l'humanité, ont été ou vont encore être appelées aux urnes dans 76 pays, dont 43 pays votent librement selon différents types d'élections. En effet, de Taïwan, depuis le 13 janvier de cette année, au Mexique, Venezuela, Brésil, en Inde, Pakistan, Indonésie, Bangladesh, en Russie, en Europe, avec les élections européennes et bien évidemment, tout récemment, avec les élections présidentielles aux États-Unis. Ce moment électoral global nous rappelle que la démocratie n'est pas seulement un système d'agencement des pouvoirs, mais avant tout une expérience habitée par l'incertitude, thème de cette semaine, où la souveraineté du peuple ne se réduit pas à la légitimation des gouvernements par le seul processus électif direct ou indirect. La démocratie se caractérise par une incertitude
fondamentale dans la mesure où elle est constamment soumise à l'épreuve de la discussion et du débat public, tel que défini par le respect des règles et normes fondamentales. C'est précisément par cette capacité à exprimer, à faire valoir leurs désaccords, leurs revendications et leurs protestations que les citoyennes et citoyens nourrissent certaines certitudes. En d'autres termes, la démocratie est donc habitée par l'exercice du conflit, la persistance et le renouvellement des luttes. Dans un contexte de transition ou dans le contexte d'une guerre, la continuité des instruments démocratiques, qui est l'interrogation de ce soir, prend tout son sens et la professeure Céline Carrère l'a rappelé, soulève toute une série de problématiques de par la complexité auxquelles nous sommes confrontés, complexité politique, géopolitique, évidemment aussi institutionnelle, économique, juridique et bien évidemment humain, puisque nous sommes la semaine des droits humains, nous nous intéressons aussi aux tragédies humaines qui accompagnent ces processus de transition. Et donc ce soir, c'est un moment privilégié, je ne vous le cache pas aussi pour l'enseignant que je suis, que de laisser carte blanche à nos étudiantes et étudiants pour articuler et modérer cette soirée qui va être constituée de deux moments. Le premier moment, ça va être par une série de binômes où chacun de nos intervenantes et intervenants vont être interviewés par nos étudiantes et étudiantes. Le premier d'entre eux, ce sera Igor de Witt, qui est étudiant au Master en droit et bénévole auprès de l'association Forhaus de Genève. Puis Madame Emma Léa Lanève, qui est étudiante au Bachelor en relations internationales avec une orientation une majeure, comme les étudiants l'appellent, en droit. Elle est également coordinatrice au sein de Amnesty Uniger. Et enfin, Keren Savitsky, étudiante également au Barry, et qui, elle, a choisi une majeure en politique internationale et qui est membre de l'AESPRI. L'AESPRI, Amnesty Uniger et Forhaus sont donc les trois associations qui ont porté cet événement et qui permettent de vous offrir ce soir le thème, le panel, et nos intervenantes et intervenants. Alors je vais tout de suite leur laisser la parole et j'invite Catherine Hoeffler et Igor de Witt à nous rejoindre sur scène. Je vous souhaite une bonne soirée pour des débats passionnés et passionnants. Merci beaucoup. On a beau avoir des programmes à jour, il y a toujours des surprises. Excusez-moi, Emma Léa Lanève qui va inaugurer avec la professeure Hélène Tigrougia ce premier panel. Excusez-moi pour ce changement dans le programme. Mesdames, c'est à vous. Bonsoir, Madame Tigrougia. Merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien. Vous êtes juriste et experte en droit international, ainsi que membre du Comité des droits humains des Nations Unies. Votre expertise couvre les droits humains ainsi que la justice pénale internationale. Vous avez notamment étudié le régime d'occupation en Irak, le droit applicable à la lutte contre le terrorisme, ainsi que l'indemnisation des victimes devant la Cour pénale internationale. Ma première question est la suivante. Lundi, l'événement d'ouverture de cette édition de la Semaine des droits humains posait la question « Faut-il inscrire le DIH, le droit international humanitaire, au patrimoine mondial de l'humanité ?» Selon vous, est-ce que ce serait une bonne chose ? Merci. Alors peut-être d'abord quelques mots à la fois pour vous remercier Emma et pour dire tout le plaisir que j'ai d'être ici parce que vous le disiez en introduction, c'est assez rare d'avoir, en tout cas en France, je suis aussi académique en France, et c'est assez rare d'avoir des initiatives étudiantes carte blanche où si j'ai compris vraiment tout a été entre les mains de l'équipe étudiante et vous avez fait ça avec beaucoup de maturité, beaucoup de rigueur. Et en ces temps où la liberté académique, en tout cas en France, est quand même menacée, je dois dire que j'ai beaucoup de plaisir à venir discuter avec vous et à avoir cet espace de débat sur des questions, vous l'avez dit aussi en introduction, qui sont extrêmement délicates, qui sont extrêmement sensibles. Donc merci beaucoup c'est moi qui vous remercie en réalité de me donner cette opportunité. Alors,
Votre première question est compliquée parce que c'est vrai qu'on aurait tendance évidemment à considérer que l'inscription du droit international humanitaire dans le patrimoine mondial de l'humanité serait nécessairement une très bonne chose parce que ce serait symboliser, je dirais, l'importance que l'humanité attache au droit international humanitaire. Donc c'est très difficile pour moi de m'y opposer ou de dire non, mais je vais prendre quelques minutes pour expliquer selon moi, la précaution que l'on doit avoir ou les réserves que l'on doit, ou la distance que l'on doit tenir avant d'inscrire de manière symbolique ce droit international humanitaire dans le patrimoine mondial de l'humanité. Ma première réaction en tant que juriste, et évidemment ce soir je vais parler en tant que juriste, est de dire très bien, mais si on le fait, pourquoi ? Quel est l'intérêt juridique, au-delà du symbole par exemple, d'inscrire au patrimoine mondial de l'humanité le droit international humanitaire ? Est-ce que l'intérêt juridique consisterait à dire, eh bien, puisque le droit humanitaire, finalement, c'est quelque chose qui est commun à l'ensemble des États, lorsqu'il est violé, tous les États doivent réagir. On voit malheureusement aujourd'hui que ça n'est pas le cas. Donc, je suis d'accord et favorable à ce type d'inscription symbolique, mais à condition qu'on ait ensuite des conséquences juridiques ou que l'on dépasse justement le symbole. Ça, ce serait ma première réponse, ou en tout cas le premier élément de réponse. Il y a une autre chose qui me fait être hésitante, ou en tout cas me conduit à dire on peut peut-être le faire, mais il faut être plus ambitieux, c'est que je ne sais pas si vous êtes tous et toutes familiers ou familières avec ce qu'est le droit humanitaire, le droit international humanitaire, mais le droit humanitaire, c'est ce que l'on appelle le droit dans la guerre. C'est le jus in bello, et donc l'objectif du droit humanitaire est d'humaniser la guerre, mais pas d'interdire la guerre. Donc pour moi, ça n'est pas suffisant d'inscrire le droit humanitaire dans le patrimoine mondial de l'humanité ou dans le patrimoine commun de l'humanité parce qu'on ne règle pas le problème essentiel qui est d'aboutir à une situation de guerre. Et Madame la directrice le disait au début, c'est vrai qu'on est aujourd'hui dans une situation de conflictualité que l'on n'a pas connue depuis des décennies. Et donc, pour moi, le droit humanitaire, on dit souvent, les juristes disent souvent que le droit humanitaire est un droit qui est toujours en retard. Et c'est normal, c'est un droit qui est en retard d'un ou plusieurs conflits. Donc, je serais plus rassurée ou plus intéressée par des réflexions consistant à dire, évidemment, il faut promouvoir le droit humanitaire, mais il faut aussi travailler sur les conditions qui, à un moment donné, dans une société, fait qu'on arrive à une situation de conflictualité. Et donc, c'est notamment la démocratie, les institutions démocratiques. Comment, à un moment donné, un État failli, par exemple, ou un État qui a des institutions démocratiques qui sont très faibles, eh bien, laisse sur son territoire éclater tel ou tel conflit ethnique ou autre. La démocratie au sens global, au sens international. Est-ce qu'on a aujourd'hui une démocratie internationale ? Et là aussi, dans l'espace des questions-réponses, on pourra y revenir. Évidemment, moi, je parle aussi du point de vue des droits humains. Ça ne sert à rien de s'intéresser à la protection des droits humains au moment du conflit parce que quelque part, il est déjà un peu trop tard. Ce qui m'intéresse toujours, c'est d'essayer de comprendre ce qui fait qu'à un moment donné, en temps de paix, on a débouché ensuite sur une situation de conflictualité. Et donc, il faut travailler sur la non-discrimination. Il faut travailler sur l'état de droit. Il faut travailler sur d'autres aspects tels que, encore une fois, on l'a dit, les institutions démocratiques à consolider. Donc oui, mais ça ne va pas régler le problème essentiel qui nous réunit ce soir, c'est-à-dire la faiblesse des institutions démocratiques qui peuvent conduire à des conflits, et puis surtout, comment est-ce qu'on fait pour prévenir les conflits ou prévenir les guerres. Parlons de quelque chose de plus concret. La France a connu en 2015 des attentats terroristes qui ont donné lieu à des régimes de lois d'urgence et d'exception. La pandémie de Covid-19, elle aussi, a engendré nombreuses de ces lois en France et ailleurs, en Europe et dans le monde. Est-ce que, selon vous, ce type de développement est un danger pour nos libertés démocratiques ?
Alors, comme je vous l'ai dit avant, aujourd'hui, bon, le 13 novembre, c'est un jour qui est tout à fait particulier en France, puisque justement, c'est la date anniversaire des attentats dont vous parlez. Donc, c'est un jour, évidemment, de recueillement aussi pour les victimes et les familles de victimes de ces attentats. Et la réponse est oui. Ça, c'est évident, c'est-à-dire que là encore, quand on travaille sur les questions liées au contre-terrorisme, ce qui est dans tous les systèmes nationaux, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou dans d'autres États, dans tous les systèmes, ce que l'on observe, c'est que souvent, ce que l'on appelle ces droits d'exception ou ces régimes exceptionnels sont liberticides. Qu'on le veuille ou non, si vous voulez, la justification en général de ces mesures qui vont restreindre les libertés individuelles, les libertés démocratiques, les droits politiques ou autres, la justification va consister à dire il faut réagir à un danger. Et donc c'est vrai que du point de vue, par exemple, des organes de protection des droits humains, évidemment l'État a le droit et voire parfois le devoir de réagir à ce danger, mais normalement, ça doit être dans un laps de temps le plus court possible, précisément parce que la réaction au danger, encore une fois, va entraîner souvent une altération du régime des droits et libertés. Malheureusement, ce que l'on voit, c'est que à situations exceptionnelles, régimes exceptionnels, mais qui ont tendance à s'installer dans le temps. Et donc, ces lois d'urgence ou ces mesures d'urgence deviennent finalement quelque chose de permanent. Alors, je donne quelques exemples. On vit encore en France avec ces mesures d'urgence. On vit encore avec un niveau, par exemple, d'alerte Vigipirate qui est quand même très, très élevé. Et à chaque événement, si vous voulez, le niveau reste élevé, que ce soit l'organisation des Jeux Olympiques, par exemple, ou autre. Et donc, ça veut dire quoi concrètement en termes de liberté? Ça veut dire, par exemple, que les forces de l'ordre vont avoir des pouvoirs étendus de contrôle d'identité, de fouille, de sécurité, de perquisition, etc., etc. On est en train aussi de discuter, alors je ne sais pas si ça va être pérennisé, mais on est en train aussi de discuter de ces systèmes de surveillance, la reconnaissance faciale, etc., qui manifestement ont fait leurs preuves pendant les JO. Et comme ils ont fait leurs preuves, on se dit, ah ben tiens, peut-être que ces systèmes de surveillance qui sont pas très respectueux de la vie privée et autres, peuvent désormais être utilisés pour contrôler, par exemple, les manifestations ou autres. Et donc, il y a cette rhétorique de la guerre au terrorisme qui est très dangereuse parce que, encore une fois, pour lutter contre le terrorisme, on va considérer qu'il faut mettre en place des moyens exceptionnels, mais qui, encore une fois, tendent à se pérenniser. Mais quel autre moyen existerait-il au lieu de ces lois d'urgence? Alors, moi, il faut revenir, à mon avis, c'est-à-dire qu'il y a toujours dans les mesures qui sont adoptées ou que les États ont la possibilité d'adopter lorsqu'ils réagissent à une situation d'urgence, que ce soit, bon, vous l'avez dit, les actes terroristes ou alors la pandémie ou autre, catastrophe naturelle ou autre, les États doivent respecter ce qu'on appelle la proportionnalité. C'est-à-dire évidemment, en droit international, on ne nie pas la capacité de l'État à réagir, mais en même temps, il faut que ce soit nécessaire et proportionné. Et donc, quand le danger n'est plus aussi important, il faut revenir à un régime normal de protection des droits et libertés. Donc finalement, dans la plupart des situations d'urgence, comme le terrorisme, les catastrophes, les pandémies, la crise climatique ou encore des conflits armés, souvent les libertés d'expression et de manifestation sont restreintes, des surveillances de masse sont établies et l'accès à l'espace public se voit limité. Est-ce qu'il existe des outils juridiques pour mieux contrôler ce que les États font dans ce genre de situation exceptionnelle? Les outils juridiques, oui. Précisément, ce sont par exemple les traités internationaux, les traités de protection des droits humains que les États signent et ratifient. Donc, le Comité des droits de l'homme, vous l'avez évoqué, eh bien, est l'un des moyens
rappeler aux États leurs obligations, encore une fois, même lorsqu'ils traversent des circonstances exceptionnelles ou même lorsqu'ils traversent ces situations d'urgence. Donc, on n'a pas de problème, et ça, c'est vrai que on a reçu une petite information justement sur la propagande de guerre. Ce qui est toujours dangereux dans les situations d'urgence, c'est qu'on peut avoir un discours consistant à dire il y a un vide juridique. Et donc il faut laisser à l'exécutif, il faut laisser au pouvoir militaire, par exemple, une large marge de manœuvre. Il n'y a pas de vide juridique. Les instruments juridiques sont là. Il y a des constitutions, il y a des juges, il y a encore une fois des traités internationaux. Et le travail des organes de protection des droits humains est de rappeler justement aux États que, quels que soient les dangers qu'ils traversent, il y a ce que l'on appelle dans le vocabulaire juridique des droits indérogeables. Il y a des choses auxquelles l'État ne peut pas toucher. Interdiction des mauvais traitements, par exemple, principe de non-refoulement, principe de l'égalité des délits et des peines. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut systématiquement rappeler parce qu'encore une fois, lors de ces situations ou de ces contextes exceptionnels, il y a une tendance à avoir une rhétorique elle-même de l'exceptionnalité pour justement convaincre les individus, on l'a vu pendant la pandémie, convaincre les individus qu'ils doivent accepter au nom du bien commun une réduction, par exemple, de leur liberté d'expression, de leur liberté de manifestation, etc. Et ça, c'est vraiment extrêmement dangereux. Lors de notre entretien préparatoire, vous m'aviez parlé de démocratie illibérale. Est-ce que vous pensez qu'on va dans cette direction ? Oui. Oui, et malheureusement, dans beaucoup d'États, y compris des États européens, l'idée de la démocratie illibérale, ce sont justement ces régimes ou ces États qui formellement ont des institutions démocratiques ou des gouvernants élus démocratiquement, mais qui justement suppriment, comme vous l'avez dit, tout espace démocratique ou tout espace civique ou tout espace de contestation, tout espace d'échange des idées, tout espace de ce qu'on appelle le pluralisme. Alors c'est le pluralisme religieux, le pluralisme informatif, le pluralisme démocratique, l'échange des idées. Je crois qu'on l'évoquait aussi tout à l'heure au début, la discussion sur le désaccord. Ça, c'est quelque chose qui est en train de disparaître dans des démocraties, ce qui inquiète par exemple le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, dans des démocraties que l'on pensait bien établies, d'où effectivement, je pense, l'importance de s'interroger sur ces incertitudes liées aux démocraties. Rien n'est acquis, malheureusement. Merci beaucoup. Notre temps s'est déjà écoulé. Donc, je vais laisser Igor Devitt et Madame Höfler. Merci. Merci, Emma. Alors bonsoir Madame Höfler, nous sommes très heureux de vous accueillir ici. Donc, vous êtes professeure associée en études européennes, directrice du Centre d'études européennes Dusan Sidjanski, ainsi que spécialiste des questions de défense. Donc, dans l'interview précédente, Madame Tigrouja a évoqué cette situation de conflictualité qui n'avait pas été telle depuis longtemps. Notamment depuis, ça fait maintenant 2 ans et demi que l'invasion russe a débuté en Ukraine. Est-ce que vous trouvez que la réaction des États européens était à la hauteur ? Tout d'abord, merci aussi. Je m'associe aux remerciements qui ont déjà été formulés à l'équipe qui a organisé, tant au niveau des étudiants que des non-étudiants. C'est vraiment un événement auquel il me fait particulièrement plaisir de participer, vu le contexte actuel et la nature extrêmement sensible et politique de ces enjeux. Donc je trouve que c'est vraiment une bonne chose qu'on ait l'espace et le loisir d'en parler.
Alors, par rapport à votre question plus précisément, la réaction des États européens et de l'Union européenne dans ce contexte, je pense qu'il y a plusieurs niveaux qu'on peut distinguer. Un niveau un peu agrégé, général, ce qu'on voit, c'est une tendance assez lourde, qui n'est pas totalement neuve, mais l'invasion russe en Ukraine a été vraiment un catalyste, enfin, qui a renforcé cette dynamique. C'est une dynamique de militarisation. Donc ça, c'est la dynamique générale. En fait, par rapport à l'Union européenne qui est caractérisée, ou qui a été caractérisée, qui s'est caractérisée d'ailleurs elle-même, hein, c'est avant tout un discours de justification comme un pouvoir normatif, comme un pouvoir, comme un projet de paix. Bon, là, en fait, on voit très clairement que les discours de l'Union européenne ou de nombreuses élites politiques européennes sur cette mission-là, en fait, ces discours ont changé. Et on est passé dans un moment où on a, enfin, il y a une sorte d'observation. C'est très décomplexé par rapport au fait que là, l'enjeu pour l'Union européenne, c'est de devenir une puissance qui est capable d'assurer la sécurité dans un sens en fait beaucoup plus traditionnel que ça l'a jamais été. On a pu parler de sécurité alimentaire ou de sécurité sanitaire, etc. Mais là, on entre dans une dimension qui n'était pas de l'ordre des compétences, enfin, très développée de l'Union européenne. Et voilà, donc en fait, il y a cette grande dynamique. Après, quand on regarde un peu plus dans la granularité, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que en fait, assez paradoxalement ou surprenante en tout cas, en fait, la première réaction, ça a été, ah ben voilà, l'Europe doit faire plus, on n'a pas été prêt, parce qu'après des décennies de conception assez néolibérale du rôle de l'État, en fait, tout comme d'autres services publics, en fait, la défense, il y avait des coupes énormes, des coupes budgétaires dans beaucoup de pays. Et donc là, il faut faire plus. Donc il y a eu ce moment. Ensuite, ça a été plutôt un moment de doute et du fait qu'en fait, vu que les Européens n'étaient pas capables de s'accorder entre eux sur ce qu'ils voulaient faire, c'est l'OTAN aussi qui a repris une place importante. Et là, avec les événements de la semaine dernière, on reparle un peu plus du rôle de l'Union européenne dans la suite à donner dans l'architecture de la sécurité européenne. Donc voilà, en réalité, la réponse des Européens et des Européennes, elle est assez ambiguë pour le moment. D'accord, mais vous diriez que c'est vraiment un débat qui concerne la répartition des compétences, ou est-ce qu'il y a aussi une sorte de choix de société, c'est-à-dire soit tendre vers vraiment une militarisation avec de plus gros budgets. Pour donner quelques exemples au public, la Pologne est passée d'une part de son PIB de 3,9% en 2023 et voudrait passer à 4,7% en 2025. Donc on a parfois des augmentations qui sont vraiment élevées. Donc diriez-vous que c'est un débat qui concerne vraiment la répartition des compétences, ou il y a aussi des choix de société qui sont proposés? C'est les deux, en fait. Parce que, en fait, quand on parle de sécurité et de défense, dans le cadre des États membres de l'Union européenne, ça a toujours été en fait une politique qui est restée dans le giron des compétences des États. Donc en fait, il y a une politique commune de sécurité et de défense, mais elle est intergouvernementale. Donc dans ce sens-là, ce qui importe le plus, ça reste avant tout, en termes militaires, de défense, ce que les États vont faire. Donc là, il y a des décisions nationales. Et là, effectivement, on voit. Alors, le paysage à nouveau est assez nuancé parce que vous avez des grosses augmentations comme la Pologne, comme la France, avec plus 40% pour la nouvelle loi de programmation militaire. L'Allemagne qui avait annoncé beaucoup avec le discours de changement d'air, et puis en fait qui a un peu tardé, qui a eu des difficultés à faire passer tout ça. Alors des difficultés, ça ne veut pas dire que c'est mal, parce que quand on dit difficulté, on peut entendre ça comme normativement comme une mauvaise chose. Je pense que c'est très bien qu'il y a eu des difficultés à discuter ça au Parlement. Enfin, je pense que c'est aussi pour le coup un signe de vie démocratique important. Mais voilà, donc en fait, il y a des augmentations qui ont été très fortes, il y a des augmentations qui ont été fortes dans l'affichage et qui, en fait, n'ont pas forcément mené à autant de changements sur le terrain. Et puis après, en fait, il me semble que sur
les membres UE OTAN, on reste sur une vingtaine de pays qui ont en fait atteint la barre des 2% du PIB, mais donc pas tous les pays l'ont fait non plus. Voilà. Donc après voilà, avec Luxembourg, bon, c'est pas exactement la même chose en termes d'investissement dans le militaire. Donc voilà, il y a des décisions nationales, mais il y a aussi quand même la question de ce que fait l'Union, parce que en fait là, ce qui s'est passé, c'est qu'on est dans une logique où d'un coup, au niveau de l'Union européenne, en fait la Commission européenne, et à nouveau ça c'est pas non plus neuf, mais depuis la guerre, a renouvelé ses initiatives pour dire que ben voilà, en fait tout ce qui relève de l'ordre de la politique, donc des décisions de déploiement, etc., politique de défense, ça reste bien entendu les États membres, mais tout ce qui est production d'armement, ça, c'est en fait, ça tombe grosso modo dans le giron des compétences de l'Union parce que c'est la politique industrielle et c'est la régulation de marché. Donc dans ce sens-là, ça reste voilà, du national, mais il y a un changement assez notable de rôle de l'Union européenne là-dedans. D'accord, mais finalement, on ne pourrait pas se dire que c'est une excellente nouvelle parce que du coup, avec des achats communs et groupés, ça réduirait les coûts de la défense et de l'armement? Alors, ben, ça c'est une question politique, donc en fait, est-ce qu'on peut dire que c'est une bonne chose? Alors, si on prend le point de vue qui serait là un point de vue très fonctionnaliste, qui est en fait le point de vue défendu par la Commission européenne, dans ce cas-là, théoriquement, ça pourrait faire sens, sauf que, bon, pour le moment, en fait, les programmes en coopération n'ont jamais été moins chers que les programmes menés en bilatéral ou en achat sur étagère. Voilà. Donc, mais c'est un point de vue. Après, est-ce que c'est mieux dans un sens politique, typiquement de contrôle démocratique? Ça, c'est moins clair pour le coup. D'accord, justement, on allait y venir. Sur la partie sur le contrôle démocratique, il y a des industries de la défense. Tout d'abord, peut-être pour que le public comprenne, les industries de défense, comme par exemple Dassault, Rheinmetall, est-ce qu'elles sont vraiment indépendantes de l'État? Est-ce qu'elles peuvent prendre une décision d'ouvrir de nouvelles usines, de construire plus de chars? Comment ça fonctionne? Alors, ça c'est une énorme question d'économie politique et de sociologie économique. En fait, bon, il y a déjà différents statuts légaux. Donc, on a des entreprises publiques. Traditionnellement, on avait des arsenaux qui étaient vraiment totalement, enfin, des entreprises, voilà, d'État. Après, vous avez des entreprises où l'État a des parts, voire a uniquement une golden share qui peut permettre, par exemple, de protéger une entreprise de takeover hostile. Là, sur les entreprises dont vous avez parlé, en fait, c'est un peu des types d'économies politiques qui sont contrastés énormément, puisque, en fait, et ça montre d'ailleurs que le droit, n'en déplaise aux juristes, n'explique pas tout, en l'occurrence, parce que, en fait, en France, par exemple, vous avez une structure capitalistique, enfin, de l'économie politique française, qui est plutôt étatique, qui fait qu'en fait, même si une entreprise est privée, vous avez une structure des élites qui fait que vous avez des liens organiques en fait très forts avec l'État. Ça ne veut pas dire que Dassault est une entreprise d'État. Il va pouvoir y avoir des désaccords, mais il y a une forte proximité, qu'on soit très content ou qu'on le déplore. À l'inverse, en Allemagne, potentiellement, enfin, vous n'avez pas cette culture de proximité entre ces élites. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lien, bien entendu, mais ils sont pensés différemment. Et en l'occurrence, l'État allemand a eu beaucoup plus de difficultés à admettre, bien qu'il l'ait fait aussi, à admettre qu'il y avait une politique industrielle de défense nationale et protectionniste. Mais voilà, l'État va moins se mettre devant en disant bah, Rheinmetall, c'est l'État allemand, même si de facto c'est le cas. Donc voilà, on voit qu'il y a des statuts différents, mais dans la pratique, l'État allemand a aussi défendu et continue de défendre ses entreprises ou de les promouvoir à l'export, par exemple. Donc c'est des entreprises qui ont des statuts privés, mais qui restent en fait la plupart du temps dans un rapport de proximité très fort avec les élites étatiques, sans pour autant que, selon les États, ça puisse aller au clash.
Les Allemands n'ont pas toujours eu des très bonnes relations, par exemple, entre la tête de EADS, enfin Airbus, et le gouvernement allemand. Et donc justement, est-ce que le Parlement, qui est quand même l'institution qui représente peut-être le mieux la variété sociale et les choix politiques des populations, est-ce que ces parlements ont un certain contrôle, que ce soit sur les politiques industrielles, sur peut-être aussi le budget de la défense? Est-ce qu'on a parfois un exécutif qui peut prendre des... On évoquait juste avant les mesures d'urgence. Est-ce qu'il y a quelle est vraiment la part de contrôle qui leur est réservée? Alors ça, c'est une très bonne question. À nouveau, en fait, sur cette question, on oppose souvent le modèle français et le modèle allemand. En fait, en France, c'est tout ce qui est politique de défense et de décision sur le déploiement d'opérations, mais aussi sur les choix de programmes d'armement, etc. En fait, c'est très lié à l'exécutif. Donc, et typiquement sur le déploiement d'opérations, le Parlement a quasiment rien à dire. Enfin, il y a une nécessité d'informer le Parlement au maximum 3 jours après, depuis 2008. Et puis sinon, vous avez un vote pour tout ce qui est prolongation des déploiements, enfin des opérations. Et ça a toujours été voté positivement. Donc en fait, voilà. À l'inverse, vous avez le Bundestag, en fait, qui est connu. En fait, on parle souvent même pour l'Allemagne d'une armée parlementaire, parce que il est très présent sur tout ce qui est déploiement, mais aussi, par exemple, sur les achats d'armement. Alors, à nouveau, il ne faut pas s'arrêter non plus aux dimensions strictement formelles, parce que même en Allemagne, il y a une pratique qui est en fait de dire que si on arrive à diviser les dépenses d'armement, par exemple, et donc vous descendez un certain seuil, et donc là, vous n'avez pas besoin d'avoir l'accord du Parlement à nouveau. Donc, il y a toujours des stratégies pour éviter un contrôle parlementaire qui est considéré parfois comme lourd pour l'exécutif. N'en déplaise aux exécutifs, c'est important dans une démocratie. Par contre, là où ça se joue en ce moment, c'est qu'en fait, il y a bien entendu la question du contrôle démocratique au niveau des États, mais ça se joue aussi maintenant de plus en plus au niveau de l'Union européenne. Et là, il y a une tension qui est assez importante, c'est que d'un côté, vous avez en fait une prise d'importance simple et visible de l'industrie d'armement au niveau de l'Europe, de Bruxelles. À nouveau, c'est pas neuf, il y a déjà pas mal d'études, plutôt d'inspiration néo-marxiste, qui ont montré qu'en fait, il y avait une capture déjà, enfin en tout cas des tentatives assez, enfin, selon les cas avec du succès, de la Commission européenne, en fait, qui a besoin aussi de ces entreprises. Donc c'est pas totalement neuf, mais là ça prend une ampleur beaucoup plus forte. Et d'ailleurs, il y a un article de Politico qui dit qu'en fait le nouveau commissaire de la Défense, c'est pas le commissaire de la Défense, c'est le CEO de Rheinmetall. Voilà. Bon, il y a ça. Et il y a d'un côté, ce qui change aussi énormément, je pense, la question du contrôle démocratique au niveau national et au niveau européen, c'est qu'en fait, les lignes de clivage de qui était contre et de qui était pour a changé, en fait. Et là, on voit que, par exemple, les Verts allemands sont pour la militarisation, enfin, sont pour le plus d'achats d'armes, que ce soit au niveau national. Ils étaient contre la décision de Scholz de ne pas envoyer les Taurus, et ils sont à fond pour au niveau européen aussi. Donc, et là, le Parlement se positionne en fait plutôt en allié de la Commission européenne pour plus de soutien à l'industrie d'armement. À nouveau, je ne dis pas que c'est bon ou c'est mal, mais ça, en fait, ça distord un peu l'image qu'on a de qu'est-ce que c'est le contrôle parlementaire. Oui, d'accord. Bien, je pense qu'on est arrivé au bout de cette interview, donc merci beaucoup, Madame Hoffler. Merci à vous. Et donc nous accueillons maintenant sur scène le professeur Didier Péclard et Madame Keren Savitsky. Bonsoir, Monsieur Péclard. Bonsoir. Je tenais tout d'abord à vous remercier d'avoir accepté d'être parmi nous ce soir. Donc, vous êtes professeur à l'Université de Genève, directeur du master en études africaines et spécialiste de l'Afrique subsaharienne. Vos recherches se consacrent principalement sur le rôle des guerres civiles, sur la formation des États, ainsi que sur la politique de développement des États africains. Pour commencer, le rapport de 2023 de The Economist Intelligence Unit indique que l'indice de démocratie mondiale est passé de 5,29 sur 10
en 2022 à 5,23 en 2023, soit la moyenne la plus basse depuis le début de leur étude en 2006. Est-ce que cette tendance globale de la baisse de la démocratie est aussi visible en Afrique ? Merci tout d'abord à mon tour de vous remercier pour l'invitation et de vous féliciter pour tout le travail qui a été accompli. Ça a été effectivement un plaisir aussi de préparer cette discussion et d'être là ce soir. Donc merci encore. Là aussi, la question que vous posez est très importante, elle est essentielle. C'est vrai qu'on voit bien qu'on est dans un moment où la démocratie est remise en cause à peu près partout. Guy Hermet, un sociologue français, avait parlé de l'automne de la démocratie il y a déjà un certain nombre d'années. Là, on est peut-être passé à l'hiver dans une période de grande bise, comme c'est le cas aujourd'hui à Genève. Mais en même temps, c'est une situation qui est peut-être plus paradoxale qu'il n'y paraît. Frédéric Esposito l'a rappelé tout à l'heure. C'est l'année record en termes de nombre d'élections. Donc, par exemple, l'élection démocratique en tant que pratique n'a jamais été aussi globale qu'elle l'est aujourd'hui. Et l'élection au niveau national, au niveau régional et parfois au niveau vraiment très local. Dans la plupart des pays, il y a quelques exceptions, notamment en Afrique, l'Angola en est une, où il n'y a pas encore d'élection au niveau local. Mais disons que la pratique de l'élection démocratique s'est vraiment répandue partout. Ce qui n'empêche pas la démocratie d'être aussi remise en cause en parallèle à ça, et un certain nombre d'élections d'être très problématiques. On le vit encore pour ce qui concerne l'Afrique ces jours au Mozambique, où il y a une situation qui est devenue très dangereuse de contestation suite à un processus électoral jugé comme frauduleux. Donc effectivement, on est comme d'habitude en fait dans une période un petit peu ambiguë, et je pense que c'est pas seulement la période qui est ambiguë. Je crois que c'est toute l'histoire de la démocratie qui est ambiguë, parce que souvent on parle maintenant de democratic backsliding, comme s'il y avait un sens dans l'histoire. C'est comme si on était allé pendant un certain nombre de décennies dans une direction et puis que tout à coup on faisait chemin arrière. Je crois que la démocratie, l'histoire de la construction de la démocratie en Europe et partout dans le monde, elle a toujours été empreinte d'une énorme ambiguïté, ambivalence, voire parfois de certaines contradictions. Bon, si on regarde ça à partir de l'Afrique subsaharienne, c'est incontestable que les démocraties européennes se sont construites en même temps ou sur le dos de la colonisation, qui elle-même était bien sûr foulée aux pieds tous les principes mêmes qui en même temps étaient mis en exergue dans la construction démocratique en Europe et ailleurs. Donc cette ambiguïté, elle est vraiment constitutive de la démocratie. Cela étant, c'est vrai que depuis un certain nombre d'années, on constate en Afrique qu'il y a une contestation peut-être plus forte qui s'est traduite en Afrique de l'Ouest, par exemple, par un certain nombre de coups d'État, au Burkina Faso, au Mali, plusieurs fois au Burkina Faso également, au Niger, en Guinée-Conakry, un peu plus en direction de l'Afrique centrale, le Gabon aussi. On a parlé un petit peu d'une épidémie, d'une vague. Je pense que s'il ne s'agit pas de ça, il s'agit d'une conjoncture particulière. Mais effectivement, on sent qu'il y a quand même une remise en cause des idéaux démocratiques, ou plutôt, je pense que la question qui est posée, et c'est une question qui est toujours difficile à aborder, c'est la question de la légitimité. On part trop facilement du principe que les institutions démocratiques telles qu'elles sont mises en œuvre, par exemple par des élections, sont par essence plus légitimes que d'autres types d'institutions. Or, dans le terrain, c'est pas forcément ça. En fait, il y a plein d'autres institutions sociales, institutions qui peuvent être religieuses, qui peuvent être d'un autre type, qui ont en fait, aux yeux d'un certain nombre de populations, beaucoup plus de légitimité qu'une élue ou qu'un élu qui siégerait à la mairie. Donc, il faut vraiment se poser la question de savoir ce qui fonde la légitimité et ne pas faire comme on l'a fait dans le discours notamment de la Banque mondiale et du FMI depuis la fin de la guerre froide, d'imposer des conditionnalités démocratiques comme étant le seul principe de légitimité. Je ne pense pas que c'est comme ça qu'on arrivera à soutenir la démocratie. Donc sur cette lignée-là, vous avez consacré une partie importante de votre recherche sur le rôle des guerres civiles dans la formation de l'État, notamment sur le cas de l'Angola, donc pendant la guerre froide. Est-ce que vous pourriez déjà brièvement nous rappeler le contexte de la guerre civile en Angola en quelques mots? Et dans ce cas, comment est-ce que la guerre civile a impacté le processus de formation de l'État? D'accord. Si vous me permettez, je ferai une toute petite remarque plus générale au début pour rappeler ce qui est certainement une évidence, mais qui vaut la peine quand même d'être rappelé, c'est que
la guerre, d'une façon générale, historiquement, a été une matrice très importante de formation des États. En Europe, bien sûr, on parle du traité de Westphalie à la fin de la guerre de 30 ans, mais enfin, il y a beaucoup plus, et dans le monde entier, en fait, un certain nombre d'États, ou la plupart des États, d'une manière ou d'une autre, ont un lien avec la guerre ou avec la violence organisée. Souvent aussi, on a tendance à voir la violence organisée ou la guerre, et notamment les guerres civiles en Afrique subsaharienne, comme étant le résultat de la faillite des États. Or, on oublie qu'en fait, la violence organisée est aussi, comme si cette violence venait de l'extérieur sur des États qui étaient incapables de se défendre, même dans le cas de guerre civile. Or, la violence organisée, elle est au cœur de la formation des États d'une façon générale. Pour en venir à votre question, l'Angola est un de ces pays, enfin, voilà, une ancienne colonie portugaise. Le Portugal, jusqu'en 1974, était dirigé par António Salazar, comme on le sait. Donc, le régime salazariste, António Salazar est décédé, disparu de la scène politique en 1968, mais disons que ça a eu pour conséquence dans les colonies qu'il n'y avait aucune place à une discussion sur une éventuelle décolonisation, entre guillemets, pacifique. La décolonisation s'est donc faite de façon armée, avec des mouvements nationalistes en Guinée-Bissau, au Mozambique et en Angola, qui ont pris finalement le pouvoir ou, disons, pu conquérir l'indépendance au milieu des années 1970. Dans le cas de l'Angola, on avait non seulement un mouvement armé, mais 3 mouvements armés qui luttaient contre la puissance portugaise et qui luttaient en même temps les uns contre les autres. Et cette guerre a été ensuite, disons, alimentée par la logique de guerre froide. Le parti qui a pris le pouvoir, ou le mouvement nationaliste qui a pris le pouvoir à Luanda en 1975 étant aligné sur le bloc de l'Est, le MPLA, et l'UNITA étant, elle, alignée sur le bloc de l'Ouest. La guerre civile a continué jusqu'en 2002 et elle s'est finalement terminée par la victoire du MPLA, le gouvernement, des forces gouvernementales sur les rebelles. Donc en fait, dans une trajectoire comme celle de l'Angola, la guerre a vraiment été centrale à tous les moments cruciaux de la constitution de l'État indépendant, et même avant cela, la constitution même du territoire qui est devenu la colonie portugaise d'Angola et qui deviendra ensuite l'Angola indépendant, a été le résultat aussi de très nombreuses batailles, guerres menées par les troupes coloniales. Donc c'est aussi autour de la guerre que les différents groupes sociaux se sont formés et se sont articulés. Ce qui est aussi important, c'est qu'au travers de la guerre, ce sont aussi des représentations de ce qu'est une nation qui sont véhiculées, qui sont portées aussi par différents mouvements. Et souvent, les mouvements rebelles qui s'opposent à un gouvernement en place s'opposent non seulement militairement, mais opposent aussi une autre conception de ce que devrait être le rapport entre les citoyens et la nation, ou même l'histoire de la nation. Et c'est ce qu'on retrouve encore aujourd'hui, même 20 ans après la guerre, ces divisions qui ont été, disons, approfondies par la guerre subsistent encore dans un pays comme l'Angola. Et je voulais vous demander, est-ce que peut-être, à contrario, vous auriez des exemples d'autres cas où l'impact de la guerre civile a été peut-être différent sur le processus de formation de l'État? Je pense peut-être au Rwanda, où c'est le groupe rebelle qui s'est imposé, ou peut-être le Mozambique. Oui, c'est vrai que, alors, on a, encore une fois, chaque guerre civile est forcément différente l'une de l'autre. On doit vraiment regarder, même s'il y a des dynamiques qu'on retrouve d'un pays à l'autre, il y a des dynamiques historiques qui sont propres à chaque contexte, et bien sûr qu'on n'a pas le temps d'entrer dans chacune de ces dynamiques. Le Rwanda et le Mozambique que vous citez ont connu des sorties de guerre différentes de celles de l'Angola, et donc les situations sont un peu différentes. En revanche, ce qu'on retrouve quand même souvent, c'est que dans les pays qui ont connu des longues guerres civiles et dont les gouvernements sont issus de mouvements de libération, très souvent, ces mouvements qui sont arrivés au pouvoir par la guerre ont énormément de peine à même imaginer qu'ils ne puissent pas être eux-mêmes les seuls représentants de la nation et restent au pouvoir souvent
pour des raisons économiques et politiques, mais aussi parce qu'ils n'arrivent pas à se représenter autrement. On voit ça en Angola, on voit ça au Mozambique, on voit ça en Afrique du Sud avec aussi l'ANC qui a gagné, enfin, qui a pris le pouvoir à la fin de l'apartheid, qui a réussi avec l'aide de l'extérieur de renverser le pouvoir de l'apartheid. Ça devient très difficile d'imaginer même perdre. Donc du coup, en termes de démocratie post-guerre, ça devient aussi très difficile et on a souvent des pouvoirs qui sont très autoritaires au Rwanda, en Angola, au Mozambique, en Afrique du Sud, c'est un petit peu différent, mais c'est un peu une tendance lourde aussi. Maintenant, pour peut-être aborder le sujet des interventions militaires, on constate que certaines interventions militaires des États occidentaux, notamment celle de la France au Sahel, avec l'appui de contingents onusiens, fut un échec. Est-ce que ces échecs ont alimenté un sentiment de rejet des interventions militaires occidentales ? Oui, je pense. Elles sont cet échec des interventions dans toute la région du Sahel est lié aussi aux coups d'État qui ont eu lieu récemment. Et surtout, elles mettent en exergue un problème fondamental de la plupart des interventions dans ce genre de situation, c'est qu'elles sont conçues comme étant avant tout de l'ordre du sécuritaire. Bon, ce qui paraît un peu, évidemment, ça paraît évident, c'est des interventions armées, on met le sécuritaire en avant. Or, le problème, et c'est typiquement le cas dans la région du Sahel, c'est que ces interventions, en mettant en avant uniquement la guerre contre le djihad, ce qui sous-entend aussi qu'on se trouve dans une espèce de grande offensive civilisationnelle de défense de la civilisation chrétienne contre l'islamisme radical, etc., fait en fait que ça met comme un filtre devant la réalité qui empêche de comprendre les vraies raisons fondamentales qui alimentent en fait l'insurrection djihadiste, par exemple, au Sahel. Et typiquement, dans cette région, un des problèmes fondamentaux qui a été exacerbé par l'histoire coloniale et qui a été renforcé encore après par la politique des États postcoloniaux, c'est la répartition totalement inégalitaire des richesses et notamment la question centrale de l'accès à la terre dans un contexte aussi de changement climatique où ça devient de plus en plus compliqué. Et notamment, il y a un conflit des conflits qui avaient toutes sortes de mécanismes de régulation pendant un certain temps entre agriculteurs et sociétés plutôt pastorale. Et derrière l'insurrection djihadiste, ou plutôt ce qui nourrit l'insurrection djihadiste, ce sont ce genre d'inégalités. Or, si on conçoit une intervention qui tourne le dos à cette problématique-là et qui s'empêche de voir quelles seraient les autres causes que la cause religieuse à un conflit, on est sûr d'aller droit dans le mur et de ne faire que d'exacerber le conflit. Et ça fait malheureusement 10-15 ans maintenant que les interventions ne font que ça. Après, le fait que la France ait dû quitter ses territoires et qu'elle ait été remplacée par des mercenaires russes, c'est pas ça qui va améliorer les choses. On voit bien que le niveau de violence continue d'augmenter parce qu'on est toujours dans une situation où on tourne le dos aux véritables problèmes. Mais le fait que ce soit des gouvernements militaires qui aient pris le pouvoir n'est pas une garantie, disons, pour que ces problèmes-là soient traités à la racine, en fait. D'accord. Nous arrivons maintenant à la fin de notre interview. Je vous remercie pour ces réponses fort intéressantes. Merci à vous. Et j'appelle maintenant les autres intervenants, donc Madame Tigourdja. Madame Hoefler, ainsi que les autres modérateurs et modératrices à nous rejoindre pour la table ronde d'une 15aine de minutes, qui sera suivie ensuite de questions du public. Alors donc pendant toutes ces interviews, quelque chose qui m'a marqué, puisqu'on a la chance d'avoir 3 représentants du corps académique. C'était votre remarque, Madame Tigourdja, sur la diminution, la baisse de la liberté académique en France et à quel point elle était menacée. Alors je me demandais si vous pouviez nous en dire un petit peu plus, et puis peut-être après, si Madame Hoefler et Monsieur Péclard pouvaient nous dire ce qu'il en était en Suisse. C'est vrai que vous aussi, vous touchez des sujets qui peuvent être sensibles,
peut-être que l'armement ou les guerres civiles. Je me demandais à quel point voilà, vous aussi vous vous sentiez concerné ou pas par ces changements. La réponse est très simple. On ne peut pas organiser d'événements au sein, par exemple, de la faculté de droit qui aurait un titre jugé sujet sensible. Et donc, si je décide demain d'organiser un événement qui s'appellerait, comme celui que vous avez mentionné, les incertitudes de la démocratie, le mot guerre, même d'ailleurs en évoquant par exemple des situations, le Sahel, etc., nous devons demander l'autorisation aux autorités facultaires et l'argument, donc c'est intéressant parce que ça fait le lien avec ce que l'on a dit, l'argument en général pour autoriser ou ne pas autoriser, c'est un argument sécuritaire, c'est est-ce que l'on peut garantir la sécurité sur le campus? Et évidemment, en général, c'est non. C'est-à-dire que vous allez discuter d'un sujet qui va être considéré comme sensible. Et encore une fois, on n'a pas de liste de sujets, de ce qu'est un sujet sensible. Tout est sensible. Quand on discute de zones de conflit ou quand on discute de militarisation, quand on discute de régimes d'exception, tout est sujet sensible. Et donc, en général, la réponse est non, on n'a pas le droit d'organiser. Donc, quand je dis qu'on ne peut pas discuter de sujets-là, de sujets d'actualité, c'est vrai, c'est du vécu. Donc, je n'ai jamais autant parlé, par exemple, de Gaza ou autre. À l'extérieur, oui, mais en France, ce sont des sujets dont je ne peux pas parler publiquement avec les étudiants. Non, ben c'est intéressant et inquiétant d'entendre de ça. En fait, je crois que sur ce point-là, sur la question de l'organisation des événements, il se trouve que par mes fonctions à l'université, j'en organise aussi régulièrement, notamment sur différents thèmes et entrées à l'Afrique subsaharienne. On n'a pas cette pression-là. C'est-à-dire qu'on informe nos hiérarchies, on en discute, etc. Mais il n'y a pas de procédure de validation pour ce qu'on va faire, en tout cas d'une façon générale. Après, c'est sûr que la question de Gaza, de la Palestine en général, de la guerre en cours, a exacerbé les tensions ici comme ailleurs, c'est bien évident, et c'est un sujet très difficile à aborder en public. On essaye de le faire de différentes manières, mais disons qu'il n'y a pas, à ma connaissance en tout cas, de restrictions très, très strictes sur la tenue de ce genre de débat. En revanche, ça n'empêche pas que d'une façon générale, ce qui me frappe, moi, c'est on est, parce que d'une façon générale, on est dans un contexte de radicalisation des oppositions, de radicalisation des extrêmes, d'extrêmes qui se nourrissent les unes les autres. Il y a de plus en plus un phénomène d'amalgame. Il y a aussi une volonté aussi, on sent une volonté politique parfois de contrôler un petit peu plus ce qui se fait à l'université. Et un des leviers, c'est de le faire au nom de la défense contre le soi-disant wokisme. Et ce débat-là, il existe ici aussi. J'ai toujours pas compris de quoi exactement il s'agissait, pour être légèrement provocateur, mais effectivement, on sent que faire comprendre ce que peut être le rôle des chercheurs dans nos sociétés est devenu parfois de plus en plus compliqué, sans parler des risques encourus par un certain nombre de chercheurs qui travaillent dans des régimes autoritaires. On a un doctorant de Paris 1 qui est emprisonné maintenant depuis plus d'un mois en Tunisie, un autre qui a été retrouvé mort, probablement assassiné en Égypte il y a 3 ou 4 ans. Enfin, ce genre de choses existent. Donc les menaces physiques, sans parler aussi des menaces qui pèsent sur des chercheurs provenant et travaillant dans des pays autoritaires. J'ai pas grand-chose à rajouter. Non, pas du tout. Non, aussi parce que ma situation est un peu spéciale, parce que je suis finalement assez nouvelle en Suisse, donc j'ai pas encore assez de recul, mais en tout cas, pour le moment, je rejoins ce que Didier vient de dire. Et pour la France, c'est vrai que j'en ai aussi eu un peu l'expérience. Alors certainement pas... moi, j'ai eu de la chance, j'étais pas touchée, mais j'ai des collègues aussi qui ont été touchés par des
des phénomènes non pas de censure directe, mais en tout cas de désencouragement de lancer certaines initiatives. Donc, oui, c'est un contexte compliqué. Ensuite, pour revenir peut-être à la conférence d'ouverture de la Semaine des droits humains, il a été abordé notamment que les États, en ayant signé les conventions de Genève, se sont engagés à respecter et faire respecter le droit international humanitaire, donc dans l'article 1 commun aux conventions. Donc face à une multiplication des conflits, on voit que la mise en œuvre plus rigoureuse du DIH, elle est vraiment indispensable pour préserver la dignité humaine. Selon vous, est-ce que les États y font assez pour faire respecter ce droit international humanitaire et que pourraient-ils faire concrètement en plus ? Bon, c'est quand même la question piège. Non, les États ne font pas assez, ni pour respecter, ni pour faire respecter. Alors, je crois que les conventions sont bien connues. Il n'y a pas de problème, contrairement à d'autres instruments juridiques, par exemple. Il n'y a pas tellement de problème quand vous discutez avec le ministère de la Défense, quand vous discutez avec des militaires. Les juristes militaires connaissent en général très bien les règles conventionnelles, coutumières du droit international humanitaire. Donc je ne pense pas qu'il y ait un problème de connaissance. Au contraire, encore une fois, c'est plutôt sophistiqué de ce point de vue-là. Et dans les discussions théoriques que l'on peut avoir avec les militaires, ils sont vraiment de très très bons juristes et une très bonne connaissance. Maintenant, c'est toujours la même chose. C'est un petit peu, ça revient à la question de tout à l'heure, c'est-à-dire que le droit humanitaire laisse quand même une très large marge de manœuvre, justement sur le terrain au personnel militaire, quand le personnel militaire va prendre une décision, d'attaquer par exemple une personne ou d'attaquer un bâtiment. Est-ce que c'est un bâtiment militaire ou utilisé à des fins militaires, ou est-ce que c'est un bâtiment ou une personne civile, etc. Et là, les règles vont être différentes. Et donc, de ce point de vue-là, le droit est un petit peu, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, le droit est un petit peu impuissant face à cela, parce que sur le terrain, si le militaire dit « j'attaque cette personne » ou « j'attaque ce bien parce que c'est un bien ou une personne militaire ou utilisée à des fins militaires », le droit, quelque part, est un petit peu impuissant. Donc il y a une... C'est pas tellement un problème, encore une fois, de connaissance du droit humanitaire, mais c'est plus sur le terrain le respect par les États. Et maintenant, on a une autre difficulté qui fait écho à ce que vous avez dit, c'est que de plus en plus, dans de plus en plus de conflits, il y a ce qu'on appelle une privatisation aussi des conflits. Et il y a un très grand nombre de violations du droit humanitaire qui ne sont pas le fait des États, mais qui sont le fait de ces fameux groupes privés, donc des groupes mercenaires, des groupes rebelles, etc. Par exemple, le recrutement d'enfants. Par exemple, les violences sexuelles. Et là, c'est pareil. Les États nous disent, quand on leur pose les questions aux Nations Unies, quand on leur demande justement ce qu'ils font pour faire respecter, ils nous disent, mais on ne contrôle pas le territoire. Ou alors, ce n'est pas nous qui sommes à l'origine de la violation, ce sont des groupes privés, ce sont des mercenaires ou autres. Et donc là, c'est encore plus difficile parce que les États vont avoir tendance à dire il y a une privatisation, ce n'est pas nous qui sommes responsables. Alors, juridiquement, ils le sont, mais c'est encore plus compliqué de faire respecter. En fait, moi, si je peux me permettre, j'aimerais rajouter quelque chose à la question précédente, histoire de déstructurer la réponse un peu. Non, mais parce qu'en fait, j'y pensais, et pour revenir un peu sur ce que d'ailleurs Didier disait, c'est-à-dire que pour moi, je pense une des difficultés aujourd'hui, au-delà de la question, enfin pas au-delà, mais à côté de la question des libertés académiques, dans un sens strict, est-ce qu'on peut, etc., c'est un peu l'hybridation ou le mélange entre une position normative politique qu'on peut entendre et dont on a besoin aussi, un positionnement, par exemple sur la guerre en Ukraine, par exemple, sur l'armement, est-ce qu'il faut produire plus, est-ce qu'il faut acheter plus, est-ce que les Européens ont besoin de plus d'armes? Grosso modo, c'est ça la question. Mais la position qu'on a dans un débat politique par rapport à ça, à cette question,
qui est souvent réduit à une position de, en fait, si on émet des doutes à ce processus, en fait, on est mis dans le camp des pro-russes, ce qui de facto, en plus, est vrai. Hein. C'est-à-dire qu'au Parlement européen, ou en Allemagne, c'est l'AfD et Die Linke qui ont affirmé leur position pro-russe et qui sont contre la militarisation. Donc, c'est vrai qu'il y a une conflation des positions dans l'arène politique, mais on la transfère dans l'arène académique. Et ce qui fait que, en fait, dans l'arène académique, il est presque difficile aujourd'hui de poser des questions, même assez traditionnelles, de sciences politiques. Quid des relations élites politiques et élites économiques, sans être taxé d'être pro-russe ou des choses comme ça. Donc en fait, voilà, je pense que juste la liberté académique, elle se joue à plein de degrés, et le fait qu'on n'accepte plus un positionnement académique théorique, qui n'est pas d'ailleurs sans normativité non plus, hein. La théorisation est aussi un acte normatif, mais enfin, c'est pas la même chose quand même. Voilà, c'était ça que je voulais rajouter. Et sur le droit humanitaire, sur le droit humanitaire, non, mais bon, je ne suis pas du tout un spécialiste de droit international humanitaire, mais disons que ce qui me frappe, enfin, je suis évidemment de loin pas le seul, mais ce qui frappe quand on regarde cette question à partir disons, du Sud global, pour l'appeler comme ça, c'est que disons, la relation au droit international humanitaire est indissociable de la relation à d'autres droits internationaux, et cette relation est indissociable de ce qui est de plus en plus considéré par les États du Sud et les sociétés du Sud comme des doubles standards. Ça a été mis en exergue évidemment au moment de l'invasion de l'Ukraine. De plus en plus, vous avez des politiciens, mais aussi des simples citoyennes et simples citoyens qui disent bon, mais de quel droit est-ce que vous jugez ce que nous on fait, alors que vous n'appliquez pas du tout les mêmes normes lorsqu'il s'agit de l'Ukraine, lorsqu'il s'agit de la Russie, que lorsqu'il s'agit d'un pays africain. Et je crois que ce discours-là, il est délétère, parce qu'il aura des implications générales sur le respect des droits internationaux en général, sur les positions des différents pays aux Nations Unies, et c'est vraiment quelque chose auquel il faut faire très attention. Pour revenir aussi à une question qu'on traitait tout à l'heure, qui n'est pas directement liée au droit, mais quand même qui y a trait, la réaction de la France à différents coups d'État récemment, et aussi exemplaire malheureusement ou illustratif de cette position. Les coups d'État au Burkina Faso, au Niger, en Guinée et au Mali ont tous été condamnés. Le coup d'État au Tchad, qui en était un, parce qu'il faut appeler ça un chat, mais comme le Tchad a été plutôt accueilli positivement, applaudi, avec la présence du président Macron à la prise de pouvoir, qui était en fait un coup d'État constitutionnel par le fils d'Idriss Déby. Donc ce genre de situations qui ne sont pas directement liées au droit international, mais affaiblissent très largement la position ensuite des États qui se veulent être les défenseurs du droit international pour des objectifs qui en fait sont louables, mais qui deviennent inaudibles parce que la politique contredit complètement ce qui est fait, en fait, ce qui est dit plutôt. Alors juste une dernière question avant de clore nos discussions. On voit que partout dans le monde, des jeunes prennent à bras le corps des questions de droits humains ou de protection de l'environnement. Qu'avez-vous comme conseil à nous donner? Que pouvons-nous faire à notre niveau, alors que nous ne sommes pas encore dans des positions ou pas dans des positions de pouvoir et des positions décisionnelles? J'allais dire une bête, non, j'allais dire fight, mais ça n'a rien à voir. Non, surtout continuer le combat, oui, c'est quelque chose qui est très important, et ne surtout pas perdre. C'est très, je pense, c'est très difficile de ne pas perdre ses illusions et de ne pas se demander à quoi tout ça sert, effectivement, surtout quand, en plus, dans une discussion comme celle-ci, forcément qu'on va avoir tendance à faire ressortir tout ce qui ne marche pas, toutes les embûches sur le chemin. Mais je crois qu'on ne peut qu'espérer que finalement le grand élan, par exemple, pré-pandémie, de mobilisation pour le climat, qu'on a l'impression d'avoir complètement oublié, toutes ces mobilisations qui ont été absolument extraordinaires,
y compris parce qu'elle débordait le cadre simplement européen, parce qu'il y avait aussi des relais un peu partout dans le monde. C'est quelque chose qui, on l'espère, est là et qui ne va pas disparaître. Et c'est pas, au contraire, c'est justement parce que la situation devient très inquiétante avec le changement de gouvernement aux États-Unis, avec la droitisation, mais aussi qui s'exprime par une remise en cause même de la réflexion sur le changement climatique, etc., qu'il faut baisser les bras, effectivement. Au contraire. Je dirais, en fait, ça va être mon motto de ce soir, c'est pareil que Didier Péclard. Non, en fait, si, continuer, mais en fait, c'est une question difficile, mais en même temps, peut-être presque plus facile. C'est-à-dire que vous n'avez plus du tout le luxe de l'idéalisme. Voilà, c'est fini. Enfin, il n'y a plus de doute. Et on l'a vu, effectivement, aussi, la pandémie a montré plein de choses. Enfin, il y a plein de questions, je pense, sur lesquelles on n'avait pas forcément autant d'informations ou pas autant d'intérêt. Et je trouve qu'en ce moment, d'ailleurs, ça me pose d'ailleurs même moi-même question, non seulement en tant que citoyenne, mais aussi en tant qu'universitaire, en fait, on peut plus se désintéresser de plein de choses. En fait, c'est impossible. Il y a trop de questions qui sont brûlantes et qui sont liées, en fait. Et dans ce sens-là, bon, le travail semble absolument insurmontable et en même temps, vous n'avez pas le choix. Voilà, mais donc, moi, je trouve ça super que, voilà, enfin, il faut continuer, mais et penser cette complexité sans idéalisme, si tant est qu'on n'en ait jamais eu. Mais là, effectivement, je pense que vous n'avez plus le choix. Et ces crises montrent, bon, c'était aussi en lien avec la deuxième question, j'ai toujours une question de retard, c'est en fait, la critique, par exemple, par rapport au projet européen, elle existait déjà, en fait. Si on s'intéressait à ce que faisait l'Union européenne ou à l'histoire, par rapport notamment, pas uniquement, mais notamment au passé colonial, enfin, comment ça s'est construit, comment ça s'est légitimé, on avait déjà toutes les billes en main, ou beaucoup en tout cas de billes en main, mais aujourd'hui, tout est beaucoup plus visible, en fait. Et voilà, je pense que dans ce sens-là, vous aurez des liens à faire et des combats à mener qui sont peut-être beaucoup plus imbriqués que la manière par laquelle on y a pensé jusqu'à présent. Et pour aller dans le même sens, moi je dirais, alors je reviens sur le thème de la liberté académique. Le paradoxe pour moi, donc je ne sais pas pour mes collègues, mais le paradoxe pour moi, ça a été que, notamment depuis 2022, donc l'invasion et l'agression russe, j'ai trouvé beaucoup plus de réconfort auprès des étudiants. C'est-à-dire que mon réflexe a été, même si la pesanteur du doyen, etc., est importante, mais a été de retourner en classe et de discuter avec les étudiants, et j'ai redécouvert cet espace-là. C'est-à-dire que la liberté académique est en danger du point de vue institutionnel, mais elle ne l'est pas dans les salles de classe, parce qu'à l'inverse, et à chaque fois, je ne sais, il y a vraiment pour moi ce réflexe, et je l'ai eu en février 2022 et je l'ai eu aussi en octobre 2023, de contacter les étudiants et de dire il faut qu'on se voit, il faut qu'on discute. J'ai besoin, moi en tant qu'académique, de discuter avec vous parce qu'il faut que les choses sortent et je suis aussi à votre disposition. Donc ça c'est intéressant parce que je n'avais pas nécessairement ce réflexe-là avant, où les cours étaient, j'ai envie de dire, plus classiques ou plus académiques. Et ensuite, ce que je dis justement en général aux étudiants, c'est n'attendez pas d'être en position, parce que vous disiez pour l'instant on n'est pas en position de décision, mais n'attendez surtout pas. C'est-à-dire qu'il faut casser cette relation verticale adulte, jeune adulte ou adolescent, parce que justement c'est à vous comme ça se fait maintenant depuis plusieurs années sur le changement climatique ou autre, c'est à vous de créer votre espace et de dire aux adultes ou aux plus vieux, etc., écoutez, laissez-nous prendre notre place, on a des choses à dire qui sont pas plus idiotes que ce que les personnages politiques, par exemple, disent, et on a envie que notre voix soit aussi écoutée. Donc j'ai envie de dire, n'attendez surtout pas, parce qu'après, en général, quand on commence à avoir des positions de pouvoir et autres, on est fatigué, on n'a plus l'énergie, justement, parce qu'on a vieilli, et donc voilà. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que
et je reviens, ça va dans le sens de ce que vous venez de dire. Je ne sais pas, souvent c'est un mystère pour moi comment les étudiants naviguent avec toutes les informations que vous avez. Et donc là, j'ai envie de dire, soyez extrêmement vigilants à la désinformation, aux réseaux sociaux, etc. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas comment vous faites pour vous y retrouver justement dans la réalité. Comment vous analysez les informations, quelles sont les informations que vous prenez, comment vous distinguez une information qui est vérifiée, qui n'est pas vérifiée, etc. Et je pense que ça, c'est un défi peut-être que nous, on n'avait pas nécessairement, mais aujourd'hui qui est le vôtre justement pour être éclairé, pour savoir aussi de quoi vous parlez. Je vous remercie pour cette réponse, Madame Tigroudja. Je tiens vraiment à vous remercier, vous trois intervenants, pour vos interventions. Nous allons maintenant ouvrir la table ronde aux questions du public. Oui. Voilà, donc déjà merci beaucoup. Et ensuite, justement, au début de la table ronde, vous parliez justement de l'article 1 commun aux conventions de Genève, où on doit supporter et assurer l'application du DIH. On voit les Nations Unies qui sont très vocaux dans leur support à la démocratie, et puis qui supportent les démocraties de manière extrêmement forte et vocale. Mais après, quand on voit des cas de régimes autoritaires comme l'Azerbaïdjan, accusés d'innombrables crimes de guerre contre par exemple l'Arménie, et que les Nations Unies organisent des conférences telles que la COP29 dans ces pays, est-ce qu'on ne peut pas dire, et puis après je ne parle même pas du commerce azéri, Union européenne, etc., est-ce qu'on ne peut pas dire que ce n'est pas les Nations Unies ou les démocraties elles-mêmes qui encouragent les incertitudes aux démocraties, comme c'est le titre de la conférence? Oui. Est-ce que la question s'adresse à une personne en particulier ou à tout le monde? J'allais passer le micro à ma collègue de droite, enfin assise à ma droite. Mais en fait, ça va dans le sens de ce que vous avez dit tout à l'heure. Donc oui, évidemment, mais il y a des ambiguïtés dans les... Évidemment, je suis pas agent des Nations Unies, puisque quand on est au comité des droits humains, on est expert indépendant, hein, donc je parle en toute indépendance. Mais dans le projet normatif, par exemple, Nations Unies, il y a énormément d'ambiguïtés, il y a énormément d'ambivalence. Donc le deux poids, deux mesures, effectivement, ça c'est un danger qui nous guette, parce que on va discuter avec des États en leur demandant leur bilan droits humains, par exemple, et puis par ailleurs, on va apprendre que lors des COP, les Nations Unies ont aidé les États à empêcher, par exemple, les militants en protection de l'environnement de participer à ces COP. Et je reviens aussi sur le thème, par exemple, de la colonisation, décolonisation dont on parlait tout à l'heure. Ce que j'explique toujours à mes étudiants, c'est que la Déclaration universelle des droits de l'homme, par exemple, ou même la Charte des Nations Unies, sont nées à un moment qui est, entre guillemets, honteux, puisque la Charte des Nations Unies ne condamne pas les empires coloniaux. La Déclaration universelle des droits de l'homme n'est universelle que dans l'aspiration, puisqu'elle n'a été écrite que par une cinquantaine d'États. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous, et je rejoins ce qui a été dit par mon collègue. Ça, c'est le danger, moi qui travaille en droits humains, qui me guette aujourd'hui concrètement, parce que les États n'ont pas tort de dire mais votre discours a perdu toute légitimité. Et je crois que nous, notre difficulté à nous aujourd'hui, c'est de redonner du sens aux mots que l'on utilise, l'article 1er, commun aux conventions de Genève, la nécessité de respecter le droit international, etc. Ça a perdu depuis ces dernières années beaucoup de légitimité et de crédibilité, pour les raisons que vous avez mentionnées. Et puis peut-être juste pour rebondir aussi sur votre question, peut-être le défi ou la difficulté, c'est de
d'admettre d'une part que cette ambivalence elle est constitutive de toute société et encore plus de la communauté internationale, mais bon, d'une part en prendre conscience, puis ensuite essayer de voir qu'est-ce qu'on peut en faire en fait, parce que la question qui se pose ici, c'est est-ce que ce serait pire, est-ce que c'est pire d'avoir une COP29 à Bakou ou de ne pas en avoir? La réponse, elle est évidemment loin d'être évidente en fait là derrière. Et ce qui est important, c'est qu'il puisse y avoir qu'on puisse avoir plusieurs attitudes vis-à-vis de ça, qu'on puisse en débattre, qu'on puisse ne pas être d'accord et qu'il puisse y avoir des rôles différents, des groupes qui effectivement disent que c'est absurde et d'autres qui disent ben non, effectivement, puisqu'on est là dans ces négociations, puisque parfois ça se joue au détour d'une discussion dans un couloir après une discussion tendue, on peut peut-être faire des petits pas qui finalement amèneront un changement. Mais je crois qu'il n'y a pas qu'une direction à prendre en fait. Pareil, en fait, au niveau de l'Union européenne, typiquement, on a déjà beaucoup de travaux qui illustrent, démontrent le côté deux poids deux mesures, que ce soit tant en termes d'élargissement que d'accords et de partenariats sur... en fait, on parle toujours des nexus, enfin des nexi, développement, sécurité, économie, sécurité, etc., migration, sécurité. Et en fait, on voit bien que dans toutes ces politiques, en fait, même au niveau de l'élargissement, typiquement, on a des travaux qui nous montrent que la manière dont ça a été mis en œuvre, que l'accent, dans la réalité de la pratique, a été plutôt mis sur les réformes économiques, d'adoption des mesures d'économie de marché, plutôt que sur la promotion de la démocratie et d'avoir une société civile contre-pouvoir très forte, etc. Donc en fait, à nouveau, je ne pense pas que ce soit la question de noir ou blanc, parce que en fait, ce qui est important, c'est la granularité, à nouveau, d'essayer de voir en fait concrètement qu'est-ce que ça fait en fait, et d'avoir des groupes qui soient capables de dire bon bah en fait, on n'a pas de réponse et on n'en aura certainement jamais sur est-ce qu'il ne faut pas du tout engager avec des groupes, des États qu'on considère comme pas OK sur tel ou tel critère, ou pas du tout, enfin oui ou non. Donc dès lors qu'on n'aura pas cette réponse, en fait ça va vraiment être la question de concrètement comment est-ce qu'on le fait et est-ce qu'on essaie de mieux faire. Et là par exemple, en ce moment au niveau de l'Union européenne, on pourrait se dire bon bah voilà, les indicateurs sont plutôt rouges parce que la montée des tensions qu'on appelle géopolitiques, etc., et donc la concurrence typiquement dans certains pays d'Afrique, pas uniquement, mais entre l'Union européenne, la Chine, les États-Unis, la Russie, en fait, a poussé l'Union européenne à dire bon bah en fait, il faudrait peut-être qu'on soit un peu moins naïf, et il faudrait peut-être aussi qu'on cherche un peu plus nos intérêts, et donc dans ce sens-là, qu'on soit moins fort, enfin qu'on embête moins les gens avec des questions de conditionnalité. Alors, sauf que d'une, la conditionnalité, elle a été faite de manière, voilà, donc voilà, première nuance. De deux, en fait, c'est pas sûr que de la course vers le bas, ce soit la meilleure solution en fait, parce qu'on voit qu'il y a aussi du backlash sur certaines pratiques de prêts de la Chine, où en fait certains gouvernements sont plus d'accord non plus et en fait se disent bah, finalement gérer ça avec une démocratie c'est peut-être pas plus mal non plus. Donc en fait, et je dis ça, c'est pas du tout uniquement d'un point de vue des principes ou dans l'abstrait, c'est-à-dire que c'est vraiment en ce moment débattu aussi au niveau de Bruxelles, parce que personne n'a la réponse en fait. On ne sait pas si la bonne manière de faire, même la plus égoïstement définie possible, est-ce que c'est de baisser nos standards pour être plus concurrentiel, ou d'essayer de dire bon bah en fait on va peut-être faire moins en termes d'affichage de normes, etc. Mais ça par contre on essaie de le faire mieux. Nous allons maintenant prendre une autre question au sein du public. Alors bonsoir, Mehdi Kebali, étudiant en économie et management. Je souhaite avant toute chose vous remercier pour vos prises de parole enrichissantes et remercier la modération d'avoir permis la bonne tenue de cet événement. Alors je souhaite vous poser une question à l'ensemble des conférenciers. Il s'agit de la semaine des droits humains. Je perçois le droit humanitaire d'une noblesse sans commune mesure parce qu'il intègre une dimension importante liée à la protection des minorités.
Et pour rebondir au thème de cette année, les incertitudes de la démocratie entendue au sens simple et premier du terme, c'est la loi de la majorité. Donc on commence à percevoir un peu une tension, et la raison d'être de la question, c'est est-ce qu'au final, la démocratie par essence entre en contradiction avec le droit humanitaire? Alors j'aimerais aussi anticiper vos réponses. Bien évidemment, je pense que les minorités sont quand même mieux protégées dans une démocratie que dans les pays moins démocratiques. Mais la question sous-jacente est réelle, c'est est-ce que la démocratie, entendue au sens loi de la majorité, entrave le bon développement du droit humanitaire, entendu comme protection des minorités? Parce qu'en soi, on peut imaginer, il y a beaucoup de pays qui sont perçus comme des démocraties par un certain nombre d'observateurs, mais qui bafouent le droit humanitaire. Merci. Alors, le droit humanitaire, je pense que la question c'est plus les droits humains, non? Parce qu'en fait le droit humanitaire, si vous voulez, c'est le droit dans les conflits. Et donc c'est pas nécessairement entendu comme protection des minorités. Donc si je comprends bien votre question, ou si je reformule votre question, qui est importante, c'est est-ce que finalement la protection des minorités peut prospérer dans une démocratie, alors même que la démocratie, comme vous la définissez, c'est la loi de la majorité. Est-ce que j'ai bien compris? Je ne sais pas si vous avez toujours le micro. Oui, avec la tout à fait. Tout à fait, c'est carrément ça. D'accord. Alors, c'est une excellente question. Pourquoi? Parce que je vais parler justement de l'expérience du comité des... Alors je dis comité des droits de l'homme, je sais que c'est droits humains normalement, mais comité des droits de l'homme parce que c'est le nom officiel. Donc je vais parler de l'expérience du comité des droits de l'homme. Et vous avez raison, c'est une excellente question parce que souvent les États utilisent l'argument de la protection de l'intérêt général pour limiter les droits des minorités. Ou la nécessité de protéger par exemple l'identité constitutionnelle d'un État. Je vais vous donner un exemple pour nier l'existence même de minorités. Je vais prendre l'exemple de la France. La France est partie au pacte sur les droits civils et politiques dont s'occupe le Comité des droits de l'homme, mais la France a fait une réserve à l'article 27 de ce pacte qui porte justement sur les droits des minorités. Et l'explication de la réserve française consiste à dire « nous n'avons pas de minorité ». C'est fou, parce qu'évidemment qu'il y a des minorités, quel que soit le terme ou quel que soit le type des minorités, bien sûr qu'il y a des minorités en France, mais la position juridique et diplomatique de la France consiste à dire nous n'avons pas de minorité et il ne faut surtout pas qu'on reconnaisse des minorités au plan international, parce que sinon ça porte atteinte au peuple, à l'unité, à ce qu'on appelle en droit constitutionnel l'unité du peuple français. Et donc ça veut dire que la notion même, et je reviens sur le wokisme, qui est aussi un thème et un débat en France, mais ça veut dire que la notion même de minorité linguistique, religieuse, ethnique, minorité liée à l'identité sexuelle ou à l'identité de genre, ce sont des thèmes qui sont tabous. Et si on commence à en parler en France, on est considéré comme woke, précisément parce qu'on va être considéré comme mettant en avant la protection la promotion du communautarisme. Et donc il y a vraiment cette idée qu'on va morceler le peuple français qui doit rester unitaire, qui doit rester un. Et donc si vous commencez à vous identifier, moi par exemple, en tant que femme, d'origine, mon nom est d'origine algérienne, donc femme d'origine algérienne, avec telle identité de genre, etc. Si je revendique ça, on va dire en réalité que c'est contre la fameuse loi de la majorité. Donc c'est vrai que ce qui est intéressant dans votre question, mais il n'y a pas de réponse universelle, c'est qu'il y a toujours, normalement, il doit y avoir dans les démocraties, et je pense que c'est positif, une tension entre l'expression de la majorité au sens politique et institutionnel
et la protection des diverses minorités. Et l'idéal, le régime idéal, c'est le régime où justement on a ce pluralisme. On a ce pluralisme linguistique, on a ce pluralisme religieux, on a ce pluralisme en termes, encore une fois, d'identité, de genre, etc., etc. Et souvent, les États utilisent l'argument de l'intérêt général pour museler ou pour réduire au silence les minorités, quelles qu'elles soient, encore une fois, quel que soit le type de minorité, ce qui évidemment est une atteinte au caractère démocratique de l'État. Le régime idéal, c'est lorsque l'on arrive à établir cet équilibre entre, encore une fois, le pluralisme et l'unité, qui est un peu la devise d'ailleurs de l'Union européenne, unie dans la diversité. Mais c'est la Suisse, quoi. Pays idéal où tout va bien. Ouais. Donc, nous arrivons maintenant à la fin de cet événement. Je laisse la place maintenant à Eloïsa pour le discours de clôture de cet événement. Ok, pardon. Alors, bonsoir à tous et à toutes, et merci d'abord pour le bon discours qu'on a eu ce soir, et aussi merci à tout le monde d'être venu. Donc, je parle aussi au nom des associations À Esprit, Amnesty Unis et Voraus. Et oui, donc ce soir, on a vu que même si les dangers directs pour la démocratie, comme par exemple la guerre ou le terrorisme, sont très pertinents et actuels, la thématique est bien plus diverse que ça, et qu'il y a aussi dans les réactions d'États démocratiques à ces premiers dangers des éléments qui menacent la démocratie, comme notamment les lois d'urgence ou la défense nationale. Et peut-être nous avons aussi pu nous questionner sur ce que nous avons cru savoir. Par exemple, est-ce que l'état actuel des démocraties européennes est vraiment si stable que l'on pourrait penser? Ou est-ce que le rôle des violences dans la construction étatique devrait peut-être plutôt être vu comme force formatrice que comme signe de faillite? Et en dit cela, je vais maintenant passer aux remerciements, tout en commençant par nos trois excellents intervenants, Madame Tigruja, Madame Höfler et Monsieur Péclar. Et avec vos recherches, vos réflexions et votre passion, ainsi que vos expériences, vous avez vraiment enrichi ce moment de partage et vous avez éclairci sur ces enjeux cruciaux. Et vous avez mis en lumière de manière vraiment intéressante et diversifiée les différentes influences que ont les conflits sur la démocratie, mais aussi la démocratie sur les conflits. Donc c'était vraiment un honneur de vous accueillir aujourd'hui et merci d'être venu et d'avoir partagé votre savoir. Puis je continue par remercier Monsieur Marcello Mione pour le soutien journalistique lors des préparations. Et grâce à vous, nous avons vraiment beaucoup pu apprendre et gagner de la confiance pour ce soir. Et finalement, aussi, nos remerciements sincères pour le Global Studies Institute et le comité de la Semaine des droits humains. Votre accompagnement et vos contributions étaient indispensables pour les préparations et aussi le déroulement de l'événement. Et tout de même, vous nous avez laissé assez de liberté pour qu'on a vraiment pu apprendre beaucoup. Et oui, surtout, nous voulons remercier Amaya, David, Jacopo, Monsieur Esposito et nos bénévoles. Merci d'avoir été là pour nous dès le début, avec des conseils et des aides pratiques et d'avoir eu de la confiance. Et je passe maintenant à la publicité pour les autres événements de la Semaine des droits humains. Voilà, que vous soyez des étudiants, des chercheurs, des militants ou des citoyens engagés, c'est vraiment une occasion parfaite pour vous plonger dans des sujets essentiels et que pour rencontrer des acteurs engagés et de contribuer activement à nos réflexions communes. Et oui,
C'était tout pour moi. Donc, avant de clôturer, je passe la parole à la directrice du GSI, Madame Céline Carrère. Merci. Donc, juste pour clôturer, ce n'était pas prévu, mais c'est parce que je voulais réagir à la dernière question qu'il y a eu sur le panel et sur le débat, quels seraient les conseils. Donc, juste dans le domaine de compétences qui est le mien, qui est très modeste, mais je voudrais simplement interpeller les associations en disant que on est là aussi pour ça, c'est-à-dire pour vous aider si vous avez besoin d'avoir des intervenants qui viennent, avec lesquels vous voulez débattre. On peut organiser des événements tout au long de l'année et pas seulement dans le cadre de la Semaine des droits humains. On le fera très volontiers. Et puis même au-delà, s'il y a des points que vous souhaitez voir plus abordés dans les cours, peut-être le changement climatique ou autre, sous différentes perspectives interdisciplinaires, ou d'autres thématiques liées, comme ce soir, aux incertitudes de la démocratie, on est évidemment ouvert à essayer de voir si on peut sensibiliser quelques collègues pour faire des sessions spéciales là-dessus, ou peut-être inviter quelqu'un qui fait un cours dédié. Mais voilà, les programmes de cours sont là aussi pour vous aider pour la suite, et donc on est évidemment ouvert à toute suggestion qui viendrait. On le fera dans la mesure du possible et dans la mesure des comités scientifiques des différents programmes, mais je crois que tout le monde serait assez content d'avoir aussi l'input des étudiantes et étudiants sur le sujet pour faire évoluer les programmes et les services à la cité, comme on dit, en Suisse. Voilà, encore merci pour le débat qui était très intéressant et très belle fin de soirée.